Jean-Marc Kambenga, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu, merci. Vous êtes ancien ministre à l'industrie en République démocratique du Congo, mais aussi leader, président du regroupement Les Centres. Oui. Comment se portent les centres? Écoutez, on est dans le combat politique. L'environnement, il est extrêmement concurrentiel dans le cadre du processus électoral. Nous nous étions fait allier dans un méga regroupement qui s'appelle l'ACP Palou, dirigé tout au sommet par le président Bosso. Et dans notre organisation interne, le Palou a le lead, donc avec Willy Makashi. Donc c'est dans cet environnement-là, au sein de l'Union Sacrée, que nous essayons d'évoluer et de faire en sorte qu'avec le temps, le travail, l'abnégation, qu'à terme, cette idéologie qui n'est pas toujours bien comprise puisse être vulgarisée et atteindre son niveau d'implémentation optimal, qui permettra aux Congolais de savoir exactement c'est quoi le centrisme. Et c'est ça notre ambition. Justement, le centre a obtenu combien de députés? Nous avons travaillé avec un regroupement dirigé par Bosso. Donc notre contribution se trouve dans cet ensemble-là. Il n'y a pas de détachement. Moi, je suis quelqu'un, lorsque je prends des engagements, je reste solidaire du groupe. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut évaluer. Donc, à ce niveau-là, s'agissant des questions parlementaires, c'est le président Bosso qui a le lead. Donc, je ne vais pas faire de publicité individuelle ici. Donc, vous voulez prendre les choses de manière collective? De toute façon, ce n'est pas cela. L'objet ni les raisons pour lesquelles moi je fais de la politique. Moi, je fais de la politique, c'est pour transmettre des idées. Je ne suis pas dans des guerres d'ambition et dans des guerres de positionnement. Nous avons une alliance avec Mbosso Nkodia, le président. Il a fait un certain nombre de regroupements. Une galaxie se structure autour de sa personne. Et c'est cela. Donc il faut respecter cette hiérarchie sur cet aspect notamment parlementaire. C'est Mbosso Nkodia qui dirige. Moi, je reste le président du centre, membre de cette galaxie dans le cadre du processus institutionnel, mais mon rôle à moi, en tant que président du centre, c'est de promouvoir les idées centristes, c'est de promouvoir la vision centriste. Cette question-là, en toute modestie et dans le respect de nos engagements, nous laissons cette responsabilité-là à la personne qui a le lead dans le cadre de cette galaxie, ça veut dire le président Bosso. Jean-Marc Kambenga, nous allons parler également de l'actualité, quelques sujets d'actualité, mais parlons d'abord de ça. On va parler de ça. Oui. Il s'agit d'un ouvrage pour un Congo retrouvé, continuons les changements. C'est vous qui en êtes l'auteur. Oui, absolument. Vous donnez le nom d'écrivain? Non, ce n'est pas que je devienne, que je sois devenu un écrivain, non. Je pense que l'homme n'a pas encore fait mieux que l'écriture pour transmettre dans le temps des pensées. Bien sûr, maintenant, il y a la numérisation, mais je reste quand même un amoureux des lettres et de l'écriture. J'ai voulu apporter ma contribution, notamment du point de vue de la science politique, à l'analyse, si vous voulez, du système de gouvernance du président de la République, avec qui j'ai travaillé. Il y a une expérience personnelle de travail avec le président de la République pendant quasiment 2 ans dans le cadre du FCC-CACH, mais c'est aussi un homme que j'avais déjà rencontré bien avant. La petite anecdote, la première fois que j'ai vu le président de la République, et que nous avons échangé, je venais de créer le centre, c'est en 2017, il était président du Rassemblement, et il était curieux de comprendre c'était quoi le centre. Donc il y avait une grande réunion de la SADC et le centre était invité. Le président de la République, à l'époque président du Rassemblement, était là. Dans sa simplicité habituelle, il a laissé tout le monde et il est venu vers moi. Et on a passé toute la soirée ensemble. J'ai encore des photos, j'ai d'ailleurs en regardant ces anciennes photos que je vois le vieux Kakonde était là et certains autres. Et il voulait comprendre c'est quoi le centrisme, parce qu'il n'était pas convaincu. Vous savez, c'est un homme et qui était président du Rassemblement, président de l'opposition, issu d'un parti dont le positionnement était radical. Et j'essayais, on a, tout au long de la soirée, échangé des points de vue. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, dans le cadre du gouvernement SCC-CACH, de travailler avec le président de la République. Et cela a forgé en moi une connaissance de sa manière de faire, de sa vision et de ce que je pouvais percevoir comme volonté pour redresser le pays. J'ai voulu l'écrire parce que j'ai plus de temps peut-être, maintenant aussi, et j'ai voulu
d'un point de vue vraiment précis scientifique, démontrer qu'il y a des jalons qui sont posés et que nous avons besoin d'un large rassemblement et d'une véritable dynamique d'ensemble pour que ces jalons posés puissent nous permettre de faire décoller notre pays. C'est un homme de volonté, ça je l'ai constaté également. Maintenant, il y a des contraintes et ces contraintes, je les évoque et j'offre aussi des pistes pour faire décoller. Revenons sur les titres de cet ouvrage, de cet essai. Pour qu'on veut retrouver continuer les changements. Avez-vous l'impression réellement que les Congos retrouvés, les grands Congos ont-ils retrouvés? Vous voyez que ce titre s'inscrit dans un constat optimiste de l'avenir. Ça veut dire il y a une dynamique pour que le Congo retrouve sa grandeur, mais il faut continuer les efforts et le changement. C'est comme ça qu'il faut percevoir. Donc il n'y a aucun fanatisme, c'est une analyse froide. Le Congo retrouvé sur le plan institutionnel, politique, sur le plan économique, social et sur le plan international. Il y a tout un débat sur la question. Les élections à temps, c'est la première fois. Même en 2006, lors du premier processus, on avait eu une post-position d'une année. Des élections à temps, une publication extrêmement rapide, une inclusivité dans le processus électoral du jamais vu, forte inclusivité, un débat politique ouvert, peut-être encore plus que hier, une justice à qui on a laissé un pouvoir extrême, même si elle a encore du mal à gérer efficacement ce pouvoir extrême. Nous avons assisté à l'intrusion de la justice dans le fonctionnement des institutions avec des arrestations de responsables. Ce qu'ils en font après, c'est un autre débat, mais c'est déjà ça, une évolution sans ingérence des présidents de la République, parce que là où on est allé arrêter, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Donc, ça veut dire qu'il y a des évolutions sur le plan institutionnel. Sur le plan économique, également, on peut constater qu'il y a des évolutions. Aujourd'hui, nous avons un budget qui stagne lorsque ça ne va pas à 10 milliards, alors que nous étions, il y a encore 3 à 4 ans, dans un budget effectif en termes de mobilisation qui oscille entre 3 et 5 milliards. Il y a une évolution. Et nous avons un maxima de mobilisation qui a été atteint en 2022, si je ne me trompe pas, et nous avions franchi le seuil de 12 milliards. Il y a des évolutions, on a un niveau de croissance qui est plus ou moins maintenu et soutenu. Nous avons enclenché un processus d'investissement massif avec des travaux, les 145 territoires, les différents projets qui ont été entamés, on a essayé les 100 jours, on a essayé Tchilé-Djelou, on a essayé... Donc il y a cette volonté de faire bouger les choses. Et tous ces essais-là, est-ce qu'on réussit? Non, mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, il faut toujours inscrire l'action publique dans un horizon temporel réaliste. On ne change pas un pays en 1 an ou en 2 ans. Sinon alors, vous faites du cosmétique, vous faites de la communication et de la publicité. Ici, il s'agit de changements en profondeur structurels. Lorsqu'on lance des chantiers d'envergure, il faut savoir que vous êtes dans le moyen et le long terme. Si vous voulez avoir le port en eau profonde de Banana, ça ne se fera pas en 1 année. Il y a des mécanismes de mobilisation de fonds, il y a des appels d'offres, il y a des études techniques, ensuite il y a de la mise en œuvre. La même chose, si vous voulez un nouvel aéroport ou plusieurs aéroports de dimension internationale, vous n'allez pas espérer avoir un démarrage et une conclusion en 2 ans ou 3 ans. Il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre et c'est cela qui est constaté. Vous avez un projet comme celui des 145 territoires, à moins de chercher à faire du cosmétique, vous n'allez pas penser que c'est en 1 semaine, en 2 ans, que tous les résultats seront sur la table. Mais la dynamique est enclenchée, les travaux sont en cours. D'un côté, il y a des travaux, de l'autre côté, il y a la mobilisation des fonds accrue, le travail de l'inspection générale des finances qui a poussé au maximum les capacités de mobilisation des différentes structures de l'État, régies financières comme entreprises publiques, avec l'introduction de cette approche audacieuse qu'on appelle le contrôle a priori. Ce sont des évolutions, ce sont des choses ou des réformes qui sont mises en œuvre et qui permettent d'espérer qu'avec le temps, nous allons avoir des résultats qui, de plus en plus, permettront au Congo de
non seulement retrouver sa grandeur, mais de se mettre au diapason des véritables potentialités qui sont les siennes. Je vais dire, il y a même encore mieux. Regardez le contrat chinois. Lorsqu'on arrive par un travail rempli de célérité comme celui de l'IGF, toujours dans le cadre de ces réformes, à mettre sur la table la possibilité d'un avenant de quasiment 7 milliards, ce sont également des évolutions. La gratuité de l'enseignement. Une gageure dès le départ, toujours sur le plan économique et social. Là, nous avons des actions typiques dans le social. C'est une réforme de civilisation. Lorsqu'on fait ce choix humaniste de dire oui, on veut un Congo développé, oui, on veut un Congo qui va de l'avant, mais comme l'a dit Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes, il faut qu'il y ait des hommes formés. Moi-même, je suis passé à la direction pendant 1 année et demie du ministère de la formation professionnelle. Je peux vous dire que les questions de formation sont des questions essentielles si on veut inscrire réellement un pays dans une logique de développement. Et le point de départ, c'est l'enseignement primaire, ensuite l'enseignement secondaire et enfin l'enseignement universitaire et technique. Donc, toutes ces questions ont été perçues comme des priorités du point de vue social et démontrent qu'il y a un effort certain, une volonté affichée qui mérite d'être accompagnée. Nous n'oublierons pas de parler des questions de santé, le projet de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, avec le premier pan de la mise en œuvre de ce projet et la gratuité de la maternité. C'est un débat sur le plan de l'utilité, de l'efficacité, mais ce qu'il faut d'abord à ce niveau percevoir, c'est d'abord cette volonté de la mise en œuvre d'une véritable politique sociale, d'une redistribution plus équitable, mais aussi, je l'ai souligné en parlant des questions de la justice, du combat de nos faiblesses humaines en tant que Congolais. Ce pays habitué au laisser-aller, habitué à l'impunité. Aujourd'hui, vous êtes un décideur public. Il faut quand même, s'il faut céder à ça. Mais en même temps, lui-même, le chef de l'État dit que la justice est malade. Voilà, là, vous le savez quand même. Bah oui, il l'a dit. N'est-ce pas ça qu'on attend du chef de l'État? Bien sûr. Il arrive dans un pays qui a plus de 50 ans d'existence indépendante. Il trouve un bilan qui contient un actif, des institutions, un budget, une armée, mais qui contient également un lourd passif. Un lourd passif. Le premier des cette faiblesse du corps social avec des institutions qui ont des tares énormes liées à l'histoire de ce pays. La justice en est un exemple. Et si vous voulez relever cette justice en tant que magistrat suprême, vous ne devez pas en devenir le complice. Et c'est cela que le chef de l'État veut démontrer lorsque, à toutes les occasions, il dénonce la justice, mais ça lui arrive également de dénoncer les dérives de l'armée lorsque, face à la mobilisation des moyens, à la volonté mise en œuvre, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Prenez. Mais est-ce qu'il a eu en tant que chef de l'État de dénoncer tout simplement? Parce que lorsqu'on est là. Non, si vous dites de. Il fait cette déclaration après son premier mandat de 5 ans. C'est-à-dire que pendant ces premiers 5 ans, les bilans sur le plan de la justice étaient. Non, il ne s'agit pas de dénoncer. Non, il ne s'agit pas de dénoncer simplement. Le chef de l'État ne fait pas que dénoncer. Il dénonce la lenteur dans la mise en œuvre des réformes qu'il a engagées. N'oubliez pas que la question de la justice, c'est un processus. D'abord, la question de la justice est une question singulière. Alors, c'est une... la justice est dans une position assez bâtarde comme ça. D'un côté, il y a quand même une obligation d'implication du magistrat suprême, mais de l'autre côté, depuis Montesquieu, il faut la séparation des pouvoirs. Donc, cette justice doit être indépendante. Donc, en même temps, il faut pouvoir pousser les choses sans que cela ne soit vu comme une ingérence. Vous devez être à l'impulsion, mais ne pas être dans l'ingérence. Donc, c'est un peu la subtilité de la démarche du président de la République. Les salaires des magistrats sont améliorés, le cadre de l'exercice du métier, des métiers juridiques s'est amélioré. Je vous ai dit qu'on arrête dans ce pays des gens qu'on n'aurait jamais imaginé être arrêtés. Est-ce que c'est une solution définitive? Non. La maladie de la justice dont le chef de l'État parle, c'est justement à ce niveau qu'il faut voir. C'est vous avez dorénavant de grands pouvoirs.
soyez prêts à les assumer comme il faut. Des enquêtes menées avec plus de célérité, le respect de la présomption d'innocence et de la dignité humaine. Ça, c'est maintenant votre responsabilité parce que ce pouvoir, je vous le donne. Maintenant, est-ce qu'ils ont réussi à le faire les 5 dernières années? À l'évidence, non. Pas encore. C'est pour ça que le rôle du chef de l'État, dans ses prérogatives du garant du bon fonctionnement des institutions, il a l'impulsion, mais il ne doit pas être dans l'ingérence, pousse, rappelle, réveille, c'est comme un électrochoc, c'est comme un parent. Mais là, ça marche pas, pourquoi? Et il doit continuer, mais il nomme, il revoque, et il le fait déjà. Parce qu'il y a non seulement des contestations avec la décision sur la levée du moratoire, sur la peine de mort. On sent maintenant, il y a des dissensions, il y a même des polémiques autour de la décision de la Cour constitutionnelle relative aux élections. On sent vraiment que toutes les décisions quasiment prises par la justice congolaise, voilà, ne rencontrent pas l'assentiment de l'opinion publique. Et c'est dans quel pays où les décisions de justice rencontrent l'assentiment de l'opinion publique? Les questions du rendu du droit sont toujours des questions, selon que l'on soit victime ou bénéficiaire, pose problème, même dans les plus grandes démocraties aux États-Unis. C'est un système démocratique évolué les États-Unis, le système il est accusatoire, mais on dénonce la plutocratie. Ça veut dire vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas la bonne couleur. Des études le démontrent, vous avez beaucoup plus de chances d'être condamné. Donc il n'y a pas de système judiciaire parfait. Maintenant, ce sont les garde-fous qui sont importants. Et c'est le combat, lorsque le président de la République parle de la maladie de la justice, qu'il veut pouvoir mener de concert avec l'institution judiciaire de notre pays, tout en s'assurant de leur indépendance nécessaire pour que la justice puisse être rendue de la manière la plus impartiale possible pour que le pauvre comme le riche sache qu'ils sont sur le même pied d'égalité. N'oubliez pas qu'un des objectifs du président de la République, d'abord c'est la philosophie historique de son parti, c'est l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? C'est pas un simple slogan aujourd'hui. Non, c'est un combat, c'est un processus. Et c'est un processus laborieux. Parce que l'état de droit, c'est le faible qui soit capable de gagner sur le fort. Et l'exemple paroxysmal de cela, c'est lorsqu'un individu peut gagner contre l'État. C'est ça l'état de droit. Alors, je remets comme on tient aux convictions de Christiane Taubira. Alors, dans votre livre, pour vous dire que le Congo retrouvé, dont on parle, et nous appuyons donc sur ces faits-là, des avancées. Et on doit continuer les changements. Il faut continuer les changements, les réformes pour que le bateau arrive à quai. Un changement factuel ou illusoire? Non, mais le changement, au départ, il est toujours factuel. Il faut l'entretenir pour que ce changement devienne une seconde nature. Voilà. On ne change pas, si vous dites j'arrête de boire, vous ne devez pas arrêter de boire aujourd'hui. Vous devez arrêter de boire aujourd'hui, demain, et ainsi de suite. Alors, dans votre livre, vous écrivez, au regard de son bilan et des enjeux, le président Félix Tshisekedi, constitue la seule branche valable dans l'alternative qui se présentera à nous au cours des 5 années à venir. Bah oui, c'est très simple. Parce que nous sommes à la croisée des chemins, nous avons une guerre en cours, et toujours dans le cadre de ce que nous avons pu constater comme étant des évolutions, il y a une prise en charge de la question de la guerre qui est tout à fait différente. Autant nous ne pouvons pas dire que la guerre elle est nouvelle et que l'armée ne s'est jamais battue, autant nous devons tous être d'accord qu'il y a quand même, et ça se constater, une virilité diplomatique, médiatique, une virilité militaire que nous n'avions pas forcément connue jusque-là, parce que c'est la première fois que la communauté internationale comprend qu'attention, le géant ne se laissera plus faire et qu'à tout moment, cette guerre peut prendre des dimensions qu'on ne saura plus contrôler. Il faut mettre dorénavant en équilibre les enjeux géoéconomiques et géopolitiques sous-jacents. Ça veut dire la question de la balkanisation et les visées hégémoniques du Rwanda, derrière, appuyées par les officines internationales qui bénéficient de ce raccordement frauduleux du travail rwandais sur les richesses du Congo pour l'alimentation du marché international des matières premières.
Ce sont des questions qui dorénavant sont posées de façon différente parce qu'ils savent que le Congo ne peut plus, ne va plus l'accepter. Et ce changement-là a été constaté par l'attitude, par le courage que le président de la République met dans le suivi et la gestion de cette question. Et ça, si vous ne le reconnaissez pas, est-ce que vous avez fait le choix d'être dans le déni, dans la dénégation? Moi, je suis un homme honnête. Si je vois, je dis, et j'ai constaté que ça bouge de ce côté-là. Alors, vous demandez qu'on va de continuer les changements. Lorsque je vois même l'intitulé de votre chapitre 4 de ces livres, là vous dites « Le changement dans l'institution président de la République, Félix Tshisekedi, un président de la République à visage humain ». Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, je vais vous donner une anecdote. Voilà. En 2020, si je me souviens bien, c'était au mois de mai, on a eu un conseil des ministres avec le président de la République, puisque j'étais au gouvernement, qui a commencé à 13h, si je me souviens bien, et qui s'est terminé à 22h. Ceux qui travaillent avec le président... Alors, très peu de gens le savent. Oui, le président de la République, parfois commence à 10h, finit à 23h, des conseils des ministres. Et ça, c'est chaque vendredi depuis qu'il a pris le pouvoir, sauf peut-être quand il est en dehors du pays. Moi, j'en ai fait plus d'une 50aine de conseils des ministres. Alors, ce jour-là, ça illustre tout à fait ce que je dis sur son humanisme. On a tous un conseil des ministres avec le chef de l'État à 13h, on s'est séparés vers 22h. Et après chaque conseil des ministres, il y a les audiences habituelles que le chef accorde aux membres du gouvernement, et ça peut prendre 1 heure encore, à peu près. Alors, le conseil des ministres est terminé, je suis rentré chez moi. Insomnie, télévision, je mange un bout, il est 2h du matin, je regarde dans mon téléphone, je vois le président de la République est dans un mariage. Alors je me suis dit, mais dis donc, il n'est pas fatigué le gars? Vraiment, c'est comme ça que j'ai réagi, parce qu'on était toute la journée ensemble. Il est 2h du matin, je vois le président de la République est dans un mariage. Parce qu'il vient honorer un engagement. C'est ça la présence à visage humain. J'ai dit, ok, il a de la force le gars. Je m'endors. Je me réveille à peu près à 9h, je prends la voiture, le chauffeur, le garde, je vais au bureau, j'ouvre, je regarde mon téléphone à 11h du lendemain, il est en audience à Luanda. Chez le président Joao Lorenzo. Donc, la veille, de 13h à 22h, il assurait le conseil des ministres. À 2h du matin, il était en train de reprendre une invitation pour honorer, parce que c'est ça aussi d'être chef. Et le lendemain, à peine, à 9h, il avait déjà pris son avion, à 10h, il était en audience pour défendre les intérêts du Congo à Luanda, dans le cadre des négociations bipartites. Très bien. Et vous savez ce qui se passe à 17h? Quand je regarde à nouveau le suivi, le monitoring dans les médias, à 17h de ce jour-là, il est revenu à Kinshasa, donc entre-temps, et il est en conseil de sécurité, avec les responsables de la sécurité, le ministre de la Défense, les chefs des corps, des différents corps de l'armée. C'est pour dire, entre un conseil des ministres, une responsabilité à l'international et un conseil de guerre, il a eu le temps d'aller honorer un Congolais dans un mariage. C'est pour ça que je parle du chef à visage humain. Voilà. Il est proche de la population. Ce qui ne l'empêche pas d'être très regardant et engagé dans le travail qu'il fait au service de la République. Alors je prends le dernier chapitre, le chapitre 10, où vous parlez de perspectives, de propositions. Je pense que cet aspect des choses, vous l'avez évoqué lors d'une conférence de presse à Kinshasa, et là vous parlez de créer plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour nous tous, au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil des sécurités et des défenses. Il y a plusieurs éléments que vous évoquez dans ces chapitres. Mais pas tout ça, ça paraît théorique. Non, il n'y a aucune théorie, parce que d'abord, c'est un homme d'expérience qui en parle. Je n'écris pas ce qui n'est pas applicable, parce que j'ai l'expérience de l'État, parce que je connais l'État, et je sais comment l'État fonctionne. Je propose également parce que je sais qu'on a un homme à la tête de l'État qui est capable, pour autant que nous serions toujours plus nombreux à l'encourager dans ce sens, à apporter
pour ce pays les réformes dont on a besoin. Vous savez, le président de la République est dans une position historique. Jamais un acteur politique, un chef de l'État n'a eu autant de légitimité et autant d'adhésion démocratique que le président de la République. Il a été élu avec 73% des voix. Moi, dans le cadre de mes activités privées, j'ai plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent pour moi et qui sont payées. J'ai fait une réflexion en interrogeant ces gens. Ils ont tous voté pour le président de la République ou pour l'essentiel. Donc vous les avez influencés à voter pour les chefs de l'État? Pas du tout. Justement, pas du tout. C'est ce qui m'a étonné. Je n'ai aucune influence sur qui que ce soit dans ce domaine. Moi, je suis un libertarien. Les gens font ce qu'ils veulent. Cela a interrogé plutôt mes certitudes parce que je suis quand même un acteur politique. J'ai vu les élections de 2006, de 2011, de 2018. C'était la première fois que je voyais le bas peuple de Kinshasa, des provinces rebelles comme celle du Congo central, voir une telle adhésion. Ça veut dire quoi quand on a dit ça? Ça veut dire qu'effectivement la position du chef de l'État est historique. Et c'est à lui de savoir comment l'utiliser. L'avantage du président de la République, c'est qu'il a son dernier mandat. Et qu'a priori, il n'a pas un autre intérêt que de travailler pour l'inscription de son nom dans l'histoire, puisqu'il ne pourra plus se présenter en 2028, ça c'est clair. Donc il faut qu'il ait le courage des réformes constitutionnelles. Il peut léguer dans le principe anglo-saxon une révision constitutionnelle dont lui ne pourra pas être bénéficiaire. C'est la logique américaine. On en a besoin, il faut que quelqu'un ait ce courage sacrificiel de faire des choses sans pouvoir en bénéficier, mais dans l'intérêt. Et lui, le président de la République, en l'état actuel des choses, il a les coups des franches pour le faire. Mettre les Congolais au travail, bousculer un peu les habitudes avec des réformes fortes, des réformes en termes de compétences, de résultats, des gouvernements engagés dans un esprit managérial, à la recherche de résultats. Vous avez des résultats, vous continuez, vous n'en avez pas, vous dégagez. On ne soit plus dans une logique de récompense simplement, mais dans une logique de compétence, des contrats de performance, pour que le Congo avance, pour que les changements continuent et que l'avenir soit à la dimension de ce à quoi nous pouvons nous attendre d'une nation comme la République démocratique du Congo. Jamais quand vous avez parlé de comment éradiquer les groupes armés dans votre ouvrage, vous avez un frère que vous connaissez certainement, Jean-Jacques Mambaka, Région de la Rébellion. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Avez-vous compris la démarche? Bon, je pense qu'il ne faut jamais céder à la fatalité. Vous savez, moi je suis en fait, je suis un homme qui croit en l'avenir. Les parcours politiques sont des parcours qui peuvent être accompagnés des traversées du désert. D'ailleurs, à ce propos, François Hollande se voit recevoir un chameau comme cadeau dans une de ses visites dans le Sahel. Quand il est président de la République, il en rigole, il en parle dans son livre, il dit « Ah, un chameau, c'est très bien. » Et ça peut être très utile pour un politicien, parce que dans notre vie de politicien, les traversées du désert, elles sont inéluctables et parfois elles peuvent être longues. Donc il peut arriver à un moment où vous n'avez pas de fonction, vous n'avez pas de mandat électif et il ne vous reste plus que vos idées. Il faut vous accrocher à ces idées, à ces convictions. C'est ce que vous faites. Pour exister. Et c'est ce que vous faites. Exactement. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que parce qu'on n'est pas en fonction, parce qu'on n'a pas de mandat électif, qu'on ne peut plus être utile au pays. Il faut absolument être en fonction. Si on ne peut pas l'être de façon démocratique, il faut prendre les armes, il faut aller dans les extrêmes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un centriste. Je ne vais jamais dans les extrêmes. Je considère que c'est dans la synthèse, dans le dialogue, dans le consensus que se trouvent des solutions. Donc, les Congolais qui ont rejoint Corneille va s'appeler à l'extrême. Il n'y a pas plus extrême que être prêt à tuer ses compatriotes pour prendre le pouvoir. Il y a l'extrémisme verbal, que je condamne également, qui est le propre des oppositions aveugles et radicales, populistes, et il y a également l'opposition rebelle. Et ça, c'est le summum de l'extrémisme. Donc, on ne peut pas être plus extrémiste que cela. Et moi, de toute façon, idéologiquement, je ne me scriberai jamais dans cette logique.
Déjà que j'ai du mal à tuer un poulet vivant, donc vous m'imaginez. Alors, Germain Kambinga, où pouvons-nous trouver, où le public peut trouver justement, pour un Congo retrouvé, continuons les changements? Écoutez, très bientôt dans les points de vente habituels au Congo, mais pour le moment, c'est d'abord un exercice avec les professionnels du métier que vous êtes pour en parler et nous ferons une sortie officielle et à partir de là, ce livre sera disponible. J'invite d'ailleurs ceux qui aiment les débats de fond à s'approprier ce livre, à le lire, à le critiquer sur le fond. Il faut critiquer le contenu, il faut critiquer les idées, il faut critiquer... c'est comme ça que se construit une vraie société. Il faut sortir de cette société les médiagogues qui sont à la recherche des interprétations faciles. Vous n'avez rien lu, vous ne pouvez même pas savoir ce qu'il y a dedans, mais vous critiquez déjà. Non, il faut lire. Non, vous n'avez pas encore procédé à sa sortie officielle? Non, pas encore, sinon vous n'en serez informé. Vous êtes un professionnel et c'est comme... tout ce qui se fait dans ce domaine, généralement, il y a d'abord un échange avec les professionnels. Et ensuite, il y aura une présentation et le public aura accès. Vous parlez de critiquer les gens par rapport à tout ce que vous faites, surtout en rapport avec cet ouvrage. Comme on dit, c'est pas une forme de djalil, ou comme on dit à Kinshasa. Alors moi, je dis ceci aux gens. Alors, le jour où les gens qui feront ce que vous appelez le djalilo seront des gens qui peuvent écrire des livres, concevoir des politiques publiques, imaginer comment lever les contraintes, aider le pays à avancer, ce sera alors déjà une belle avancée, n'est-ce pas? Si c'est comme ça qu'il faut faire le djalelo, mettre l'expertise au service du pays. Non, moi, les gens, ils aiment bien penser que s'ils ont des défauts, que nous avons tous les mêmes défauts. Moi, vous savez, je suis un peu comme... l'a dit Michel Onfray, un philosophe français, un homme qui s'est débarrassé du besoin de l'appréciation du regard d'autrui. Je vis pas pour les autres, je vis pour mes idées, je vis pour mes convictions. Je ne demande rien à personne, je n'attends rien de personne. Et ça, c'est une forme aussi de course au pouvoir. Donc... Non, c'est surtout une contribution à la pensée politique nationale. Il faut combattre la défaite de la pensée. La politique congolaise, elle doit être pensée et elle doit être réfléchie. On ne peut pas être que dans les invectives, on ne peut pas être que dans l'extrême du superficiel. Il faut parfois qu'il y ait des analyses de fond. On ne peut pas tous faire la même chose. Il y a tellement de politiciens maintenant que moi je préfère m'inscrire dans cette minorité intellectualisée qui se met en dehors du buzz, qui se met en dehors de la course à la popularité et qui nourrit le présent et peut-être l'histoire, nous l'espérons, avec des réflexions et des idées. Cet ouvrage est accompagné de 2 autres ouvrages qui vont également être présentés. Le deuxième, c'est le cahier d'un centriste au pays des extrêmes. Je retrace 2017-2021 les péripéties de la politique congolaise et les idées que j'ai pu transmettre depuis lors. Ensuite, il y a un livre qui est beaucoup plus substantiel et plus grand, c'est la présentation de ce que j'appelle le changementalisme à l'épreuve de la politique congolaise. C'est un livre immense qui également on va bien entendu le fond de mes pensées, le découvrir. mes convictions. Ouais. Pour terminer, Germain Kambinga, à une certaine période de la vie en RDC, de l'espoir, de l'envie auprès des jeunes, et surtout pour faire la politique. Vous étiez un modèle. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Écoutez, j'ai 45 ans. Je n'ai plus 28 ans. Je pense que la jeunesse, elle est derrière moi. Je suis plutôt dans une phase d'affirmation. Si nous avons pu inspirer, mais c'est ça le rôle de l'inspirateur. On ne va pas vous inspirer à vie. Vous prenez ce qui avait de positif et qui vous inspirait. Vous l'utilisez à votre profit. Moi, j'ai fait ma part, si vous le dites. Alors, c'est à ceux qui se sont inspirés de prendre ce qui y avait à prendre et de construire une trajectoire. La mienne, elle est bien assise, c'est presque 20 ans de politique. Je ne peux pas faire aujourd'hui, à mon âge, ce que je faisais quand j'avais 27, 28 ans. Je suis dans une autre approche, assise sur l'expérience, sur peut-être aussi une expertise qui s'est affinée avec le temps et l'exercice de certaines fonctions. Et c'est dans cela que je suis. Je ne suis plus un militant, je suis un leader politique. Je ne suis pas derrière qui que ce soit. Je transpose moi-même ma propre vision et mes convictions sans demander la permission de personne. Donc c'est peut-être une autre approche, mais les référents
que nous le référent que nous avons pu être il y a une dizaine, une quinzaine d'années, et qui a certainement inspiré certaines personnes. J'espère que cela a servi à construire les trajectoires. Maintenant, moi je suis un acteur politique, je ne suis pas un analyste neutre. L'acteur politique, c'est celui qui est au cœur du débat et du combat politique, dans sa dureté, dans les difficultés, dans les choix qu'il faut opérer pour exister et rester, demeurer dans l'espace politique. Et c'est comme ça qu'il faut voir Germain Kambinga. Je ne suis pas un idéaliste niais. Je suis un acteur politique. Et l'acteur politique, c'est celui qui se bat dans un environnement pour imposer des idées, pour exister. Et aujourd'hui, c'est cela mon rôle. Le problème des Congolais, et je termine par là, c'est vrai pour à peu près tout le monde, en République démocratique, dans tous les domaines. Et vous allez être d'accord avec moi dans cette analyse. Le problème des Congolais, c'est qu'ils ont tendance à oublier le positif de leur leader, à ne voir que le négatif. Le général de Gaulle, après mai 68, il a perdu le référendum, il est sorti par la petite porte de l'histoire. Mais les Français le ramenaient dans le Panthéon. Les hommes politiques qui incarnent la grandeur de la France. Napoléon a fini sa vie à Sainte-Hélène, en exil. Mais l'histoire l'a ramené. Au Congo, Mobutu est mauvais, Mzee est mauvais, Kabila est mauvais, et demain, ils diront Tshisekedi est mauvais. Moi, je suis un contemporain politique de Tshisekedi, je dis ce que je pense de Tshisekedi. Et dans votre livre, vous parlez même des sentiments de Fachi. Voilà. Ok. Donc, je pense que c'est vers là qu'on doit aller. Prendre le positif de nos leaders et des gens, et essayer de ne pas oublier qu'à la fin de la journée, personne n'est parfait. Nous faisons toujours ce que nous pouvons. En réalité, je suis un peu dans une logique à la Spinoza et à Leibniz, qui sont des philosophes du rationnel et de l'impossibilité de faire autrement que ce qui est prévu qu'il soit fait. Nous y reviendrons. Faisons toujours attention dans nos jugements. Les gens font du mieux qu'ils peuvent. Retenons le meilleur des gens. Inspirons-nous de ceux qui nous semblent inspirants et arrêtons d'être toujours dans la critique acerbe. Nous continuerons toujours à parler de ces livres, oui. Grâce justement aussi à tous les efforts que vous allez mener. Alors, M. Germain Kambinga, merci d'avoir été notre invité. C'est un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.